Donc, juste pour vous peut-être rentrer un petit peu dans le fond et vous expliquer pourquoi on a imaginé ce webinaire au départ. Euh, Nous, en fait, on l'a vraiment imaginé chez Didas, que notre objectif, c'était vraiment que vous puissiez, en sortant du webinaire, vous représenter un petit peu, comprendre un petit peu comment un expert thématique pouvait se saisir de notre outil pour créer des expériences d'apprentissage à haute valeur ajoutée pédagogique. Donc, de notre côté, on s'est dit que c'était assez pertinent parce qu'on a plein d'experts du coup multithématiques qui utilisent Didask, mais que c'était assez pertinent de le faire sur la thématique des soft skills. De un, parce qu'on était très content de faire le webinaire avec Cogix, qui est un de nos plus vieux partenaires et qu'on adore parce qu'on adore leur façon de travailler. Ils ont une expertise très pointue, du coup ancrée scientifiquement, et une démarche aussi ancrée scientifiquement, ce qui nous parle, nous, puisqu'on a été aussi créé par des chercheurs. Et ensuite, de notre côté, ce qui nous intéressait aussi, c'est que vous puissiez aussi observer que Didasque, finalement, euh, peut être utilisé sur des sujets, sur des thématiques qui sont a priori difficiles à traiter en digital parce qu'elle comporte une partie un petit peu comportementale, ce qui est largement le cas des soft skills. Et c'est un petit peu contre-intuitif au départ de se dire que voilà, le comportemental peut être traité efficacement en digital learning. Mais nous, on en est assez content. On observe que ça marche très très bien chez nos clients. Donc que ce soit sur des compétences voilà, comportementales un peu transverses, comme les soft skills, ou sur des thématiques qui sont un peu plus techniques, mais qui comprennent aussi du comportemental, comme voilà, de la vente, du management. Voilà, donc on est pas mal utilisé sur ces sujets-là. On était content de vous montrer voilà, la pertinence de notre outil sur ces thématiques. Je me permets aussi un petit rappel sur Didas, que peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas. Euh, et après, je vous laisserai la parole pour vous présenter. Donc moi, c'est Geoffrey. Déjà, je suis business développeur en bon anglais et responsable du développement en français chez Didask. Au préalable, d'ailleurs, j'étais aussi ingénieur pédagogique dans la même boîte. Et historiquement, j'ai fait de la formation surtout en gestion de crise. Et Didas, juste pour vous donner quelques billes, en fait, nous, on a été créé par des chercheurs il y a 5 ans environ, avec pour objectif de faire un petit peu le pont entre la recherche, notamment en psychologie cognitive, et l'application des résultats de recherche dans ce champ-là, en termes de pédagogie, de formation, de transmission sur le terrain. Et on a créé un outil e-learning parce que on est parti finalement du constat que les outils e-learning, enfin que nous en tout cas dont on avait connaissance à l'époque, étaient des outils très techniques qui avaient été imaginés plutôt par des informaticiens. Et finalement la valeur pédagogique des rendus, des créations, des expériences d'apprentissage dépendait uniquement des compétences du concepteur et de ses compétences pédagogiques. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est plutôt faire un petit peu l'inverse et prendre le parti de créer un outil qui intègre vraiment finalement une démarche pédagogique, qui l'embarque d'ailleurs cette démarche pédagogique, et un outil qui puisse être saisi finalement par n'importe quel expert, quelles que soient ses compétences pédagogiques, et bien qu'il ne connaisse rien potentiellement au digital learning. Donc voilà, notre outil, c'est vraiment l'objectif un petit peu qu'on a. Et après, du coup, côté apprenant, bien sûr, comme tout le monde ici, comme Cogix, notre objectif, c'est vraiment que le format d'apprentissage, du coup, ait de la valeur pour les apprenants, et que les apprenants soient capables de mobiliser ce qu'ils ont appris quand ils se retrouvent en situation concrète, en situation de travail. Voilà, je vous laisse vous présenter rapidement Paul et Gaëtan, et après, pendant les questions-réponses, on pourra développer sur Cogix. Ok, alors assez rapidement, parce qu'on reviendra plus sur Cogix, comme tu viens de le dire juste après. Donc, pour ma part, je suis initialement docteur en neurosciences. J'ai fait à peu près 5 ans de recherche
sur la consolidation de la mémoire pendant le sommeil. Et donc j'étais à l'interface entre les questions d'apprentissage, les questions de mémorisation et les questions de rythme biologique, deux sujets qu'on traite aujourd'hui au sein de l'agence. Et depuis maintenant 4 ans, j'ai quitté la recherche fondamentale, et avec d'autres jeunes chercheurs et chercheuses, et Paul nous a rapidement rejoints, on a créé Cogix, donc une agence de conseil en sciences cognitives appliquée aux organisations et au monde du travail. Je suis Paul Brasolotto, je suis docteur en psychologie cognitive, et à la fin de ma thèse de doctorat, j'ai intégré l'agence Cogix, et j'ai une expertise sur la gestion des interruptions et de la concentration, notamment au travail, et j'interviens chez Cogix sur tous les sujets de charge mentale et donc de soft skills. On en parlera un peu après. Merci, merci messieurs. Voilà, juste moi pour vous donner encore un petit peu plus de billes sur Didask, parce que vous n'aurez pas l'occasion forcément de voir aujourd'hui le produit, à part un petit bout de ce qu'a construit Cogix. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez plus de questions sur le produit, à nous les poser, ou après à m'envoyer un mail. Concrètement, là, j'ai posé les bases de nos ambitions. Comment ça se concrétise côté Didask du coup? Ce qu'on a créé côté concepteur, en fait, c'est un outil qui guide du coup les concepteurs, les experts qui veulent transmettre leur expertise. Un outil qui les guide de bout en bout, en fait, sur la réflexion d'une part, sur leur contenu, et ça, c'est ce qui est un petit peu singulier dans notre format, en partant des erreurs, comme on appelle erreurs pertinentes, sur la scénarisation et la production, ensuite en phase 2, avec là, du coup, un canevas où il suffit de remplir les cases, et du coup, sur la mise en forme qui est complètement automatisée dans notre outil, et la diffusion. Ensuite, côté la résultante côté apprenant, c'est qu'on permet du coup de générer des expériences d'apprentissage qui se focalisent essentiellement sur des mises en situation, très très concrètes, qui sont interactives, et où l'apprenant du coup va être complètement actif dans son apprentissage et va apprendre, si vous voulez, par des boucles essais. J'essaie de résoudre une situation au tenté sans forcément avoir les connaissances, erreurs potentielles et surtout feedback. Nous, on porte une grande importance au feedback personnalisé pour que les apprenants montent en compétences et encodent facilement les informations qui leur sont présentées. Voilà. Juste brièvement, pour que vous vous représentiez aussi, aujourd'hui, Didask, on a plus d'une vingtaine d'employés, plus d'une centaine de clients, des grands comptes, d'une part, donc notamment des boîtes du CAC 40, beaucoup d'associations, parce qu'on vient du milieu associatif à la base, et des associations d'égalité des chances. J'ai vu qu'il y avait des gens, notamment aussi les ONG là, d'IECB qui étaient connectés, des organismes de formation et des cabinets de conseil qui sont vraiment experts sur un sujet en particulier, du coup, comme Cogix l'incarne aujourd'hui. Et là, du coup, Cogix, je me tourne vers vous, et peut-être plus précisément vers Gaëtan, pour vous poser une première question, pardon, et qui est très simple. Déjà, comment vous est venue un petit peu l'idée de vous lancer dans le digital learning? Pourquoi vous êtes lancé dans le digital learning? Quels étaient un peu les challenges que vous aviez à cette époque-là? Alors, ça fait cette époque-là, ça doit faire 3 ans qu'on a commencé à travailler avec Didask, donc assez rapidement finalement après le lancement de Cogix. En fait, nous, pour se représenter un petit peu ce qu'on fait, on est une agence de conseil et de formation. On va aller exploiter les données issues des laboratoires de recherche sur le fonctionnement du cerveau et du comportement humain pour permettre aux organisations, aux salariés qui les composent, d'améliorer leur mode de travail et in fine ce qu'on appelle préserver leurs ressources cognitives et sociales. Et donc, on s'intéresse à des sujets qui à la fois touchent tout le monde, qu'on retrouve dans quasiment toutes les situations de travail, mais qui en même temps sont assez complexes. Des sujets tels que la charge mentale, des sujets comme les rythmes de travail et les temps de récupération, comme l'apprentissage évidemment, la collaboration, la prise de décision, la gestion de l'incertitude, la créativité, avec des experts soit qu'on a en interne, soit des experts de notre réseau. Et sur tous ces sujets-là, on a un objectif qui est de permettre aux individus de passer à l'action et de changer leur comportement, leur mode de travail. Aider aussi les directions, mais c'est un autre sujet. Et ce qui nous a amené à nous poser la question du digital learning, c'est qu'on avait un besoin de
permettre aux individus de prendre conscience du fonctionnement de leur cerveau, de leur comportement. Ça passe par une vulgarisation scientifique sur laquelle on pourrait y revenir, mais la question de la rigueur est centrale, puisqu'il faut qu'on propose des contenus courts, impactants, mais surtout pas simplistes. Et la tentation peut être très forte, ou en tout cas le risque très grand, lorsqu'on fait de la vulgarisation, de tomber dans le simplisme et dans les contresens, voire les faux sens. Donc de permettre cette prise de conscience et de pousser vers des recommandations opérationnelles. Et pour ça, on avait un besoin, on le fait en formation présentielle, on le fait lorsqu'on va aller donner des missions de conseil auprès de dirigeants, auprès de managers, mais par contre, on avait un besoin de diffuser assez largement ces connaissances, puisque des clients nous disaient, bah, finalement, ces contenus nous intéressent, on a un besoin d'augmenter les soft skills, de permettre une vraie montée en compétences, mais, et ça, c'est une des particularités, je pense, de notre approche, on va toujours, derrière une recommandation, venir expliquer le sens, expliquer le pourquoi. Pourquoi il est important de faire des pauses, pourquoi il est important de se comporter autrement en réunion, pourquoi il est important de faire un brainstorming de cette manière-là et pas d'une autre. Et ça, à notre époque, il me semble que c'est quelque chose d'assez fondamental d'un point de vue sociétal et surtout qui est de plus en plus demandé par les organisations. Et donc, pour le diffuser largement, l'approche présentielle commençait à avoir ses limites. Et à ce titre-là, on a, pour d'autres raisons aussi, Geoffrey, tu l'as dit, l'appétence pour la recherche et pour l'approche scientifique, on s'est rapproché naturellement de vous et de Didask il y a de ça 3 ans pour commencer à concevoir ensemble des dispositifs. Merci Gaëtan. Du coup, là, tu mentionnais un petit peu les organisations du coup qui sont vos clientes. Quelles étaient à l'époque, là, donc du coup, il y a 3 ans, un peu les grandes demandes qui émergeaient du coup de ces organisations clientes, notamment en matière de digital learning. Mais quelles sont-elles un petit peu aujourd'hui? Est-ce que tu as observé des changements? Quels étaient un petit peu leurs challenges à l'époque aussi, de ce côté-là? Alors, le challenge que nous, on voyait, en tout cas sur nos sujets, c'est qu'il y avait un besoin très fort autour des questions d'hyperconnexion, autour des questions de collaboration. C'est des sujets qu'on a traités très rapidement avec la solution Didask. Aujourd'hui, évidemment, depuis un an, la question du télétravail est devenue absolument centrale pour les organisations et elles nous questionnent là-dessus. Et sur les modalités, je pense elles avaient besoin et elles souhaitent, comme toujours, des choses qui soient simples, rapides, mais aussi à impact et qui soient engageantes pour les apprenants. Et là-dessus, pour moi, les dispositifs qu'on présente aujourd'hui semblent répondre à ces attentes, puisque il y a l'interface, et ça, peut-être que Paul pourra en discuter, préciser un peu comment elle fonctionne et comment on travaille avec, mais surtout, ça nous permet d'avoir en digital une approche qui est quand même evidence-based. Donc, on va donner des contenus qui ont tous été validés, en tout cas, le fond a toujours été validé scientifiquement, et donc, ça devient quelque chose d'important, c'est-à-dire que les entreprises sur les soft skills veulent à chaque fois donner du sens à ces recommandations pour s'assurer qu'elles vont bien être mises en œuvre. Ok, oui, c'est vrai que c'est là qu'on s'était retrouvé en termes d'ADN au départ, c'est que nous aussi on portait, enfin, du coup, une importance, on accordait une importance fondamentale à l'evidence-based et du coup tout notre format d'apprentissage, nous aussi, était fondé du coup sur des résultats de recherche un peu consolidés, notamment dans le domaine de la psychologie cognitive. Voilà, pour imaginer le format d'apprentissage qu'on propose aux apprenants. Donc c'est vrai que c'est ce qui avait fait le fit aussi au départ entre notre deux boîtes, c'est important de le mentionner. Du coup, moi ce que j'ai compris aussi de votre organisation, c'est que c'était essentiellement Paul là qui utilisait aussi qui utilisait Didask. Donc je me tourne vers toi, Paul, pour savoir un petit peu quels sont tes usages de Didask, aujourd'hui. On pourra peut-être après aussi mentionner voilà les différents parcours que vous avez créé et la manière dont ils s'intègrent dans votre offre. Oui, donc là, on a à peu près 4 parcours qui sont fixes, auxquels on peut vendre comme ça sur étagère. On vous les présentera rapidement après. En tout cas, en tant qu'ingénieur pédagogique et en utilisant Didask, en étant référent Didask chez Cogix, l'idée, c'est vraiment d'arriver à reproduire ce qu'on peut faire en formation présentielle, donc un cadre théorique avec un enchaînement de micro-compétences que l'on veut transmettre. Et ça, on peut le refaire facilement avec l'outil Didask. Je vais vous présenter un exemple de formation que l'on fait sur la collaboration.
Par exemple, comme ça, je peux vous montrer directement comment ça peut se reproduire et qu'est-ce que voit un apprenant. Cool. Alors, a priori, vous devez bien voir mon écran. Donc là, on se retrouve sur le parcours de formation lié à la collaboration qu'on a créé. C'est l'un des premiers qu'on a créé il y a 3 ans. Et en fait, comme on peut le voir, on a vraiment une architecture comme on pourrait le faire pour un cours, dans lequel on va avoir des chapitres et des modules dans lesquels on va pouvoir traiter des micro-compétences bien spécifiques. On va aller sur un premier module, une petite introduction, et voilà à quoi va ressembler chacune des questions que peut voir un apprenant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une procédure qui se répète à chaque fois. Chaque question commence toujours par une situation dans laquelle on essaie de reproduire une situation de travail, avec ensuite une question avec des propositions de réponse et une conclusion finale. Ce qui est très intéressant d'un point de vue ingénieur pédagogique, c'est que comme cette procédure se répète, une fois qu'on l'a bien prise en main, c'est très facile de créer des parcours complets parce qu'on n'est jamais perdu, il n'y a jamais besoin de se demander comment on va pouvoir faire apprendre une nouvelle notion. En fait, on a vraiment cette architecture qui nous guide dans la création des questions et c'est aussi très intéressant pour les participants parce que au fur et à mesure, ils savent aussi à quoi s'attendre et donc c'est beaucoup plus facile pour eux de prendre en main la solution. L'une des valeurs ajoutées pour nous avec Didask, c'est vraiment cette mise en situation qui est très importante pour nous dans la transmission des soft skills parce que on essaie toujours de repartir de situations de terrain dans lesquelles on va faire émerger un problème et auquel on va essayer de donner des notions théoriques derrière. Si on prend l'exemple qu'on voit à l'écran de Pedro qui présente une idée à ses collègues, qui se met à bafouiller, qui parle le contrôle de son discours et se met à rougir. Et on se demande qui est à l'origine de son embarras. Et alors, je vais vous donner directement la bonne réponse. On se rend compte que Linda qui est à droite, elle est sûrement à l'origine de l'embarras. Et ce qui est intéressant avec Didask, c'est qu'on a un feedback direct à chaque fois, que la réponse soit juste ou qu'elle soit fausse, sur pourquoi c'est une bonne réponse ou pourquoi c'est une mauvaise réponse. Ça nous aide aussi en tant qu'ingénieur pédagogique, parce qu'on peut vraiment aller expliquer très clairement à chaque fois, aller un peu plus loin sur les différentes notions théoriques. Donc là, on se rend compte que Linda, elle a une expression qui est neutre et notre cerveau, il a du mal à la décrypter. Et donc, c'est considéré comme une expression ambiguë et donc ça peut nous mettre mal à l'aise. Samir au milieu, il a l'air d'être content. Du coup, on pense qu'il n'est pas à l'origine et il fait il n'est pas à l'origine. Et justement, on voit bien, si on se trompe, on a aussi un feedback qui nous explique pourquoi ce n'est pas forcément une bonne réponse. Et enfin, Manuel à gauche, ils sont à l'origine, il n'a pas l'air très content. Voilà. Ce qui est intéressant aussi à la fin, c'est qu'on peut transmettre un message à retenir et surtout, on peut aller un peu plus loin sur l'explication du concept. Essayer de comprendre en donnant des notions scientifiques. Enfin, c'est vraiment notre cœur de métier chez Cogix. C'est pourquoi est-ce que cette situation était problématique. Pour revenir sur une autre fonctionnalité de Didask qui est très intéressante, c'est la notion d'erreur pertinente. C'est l'un des gros problèmes qu'on a quand on veut transmettre des informations sur les soft skills en situation réelle, c'est qu'en général, on se retrouve à avoir des comportements qui ne sont pas toujours les plus adaptés. Et donc, dans cette situation-là, par exemple, on pourrait penser que Linda qui est à droite, elle n'est pas à l'origine de l'embarras, et pourtant, et ça c'est la recherche scientifique qui nous le dit, qu'en fait, on pourrait penser que, alors que ce n'est pas vrai. Donc ça, ce système d'erreur pertinente est vraiment très intéressant parce que on va comme pousser l'apprenant à se tromper, et c'est en se trompant qu'il va pouvoir apprendre. Et donc, c'est une architecture qui se répète question par question, micro-compétence par micro-compétence, sur une architecture globale. Okay. Du coup, ce que je comprends, c'est que du coup, ce qui vous parle un petit peu, c'est l'aspect très granulaire, d'une part, qui vous permet de bien découper les notions quelque part que vous voulez transmettre, de les incarner concrètement avec la mise en situation. Et j'ai l'impression que, notamment dans votre, c'est une remarque, vous pouvez rebondir, que ce qui vous intéresse aussi, c'est quelque part que l'approche par essai-erreur
permet un peu de déconstruire pas mal d'a priori, de représentations un peu erronées qu'ont les apprenants, là en l'occurrence, sur comment je me comporte avec mes collègues, qu'est-ce que je dégage. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? On t'entend pas, Gaëtan. Merci. C'était pour pas déranger parce qu'il y avait le téléphone qui sonnait pendant que tu parlais, Paul. Effectivement, c'est le fait de déconstruire, c'est un des points centraux sur lequel on intervient et qui est vraiment au cœur finalement au cœur du changement de comportement. Et quand on s'intéresse au fonctionnement des soft skills et à l'approche du cerveau et du comportement, on voit qu'il y a tout un tas de fausses croyances qu'on doit déconstruire autour de l'efficacité, par exemple, en multitasking, autour des pratiques efficaces de créativité ou de collaboration. Et pour ça, les feedbacks sont vraiment l'apprentissage par essai-erreur est vraiment, selon moi, un des moyens les plus efficaces d'agir. Maintenant, on ne t'entend plus, Geoffrey. Et il me semble qu'on t'a perdu, Geoffrey. Alors du coup, je vais prendre le relais tant que Geoffrey n'est pas là pour essayer de répondre aux questions. Alors il y avait une question de Nathalie à laquelle j'ai répondu par écrit sur l'évaluation des transferts. C'est vrai que c'est un sujet passionnant qui est pas simple à traiter. D'une part parce qu'il est en toute franchise, nous en tant que scientifiques, ça nous tient à cœur d'évaluer l'impact de tout ce qu'on fait, et on se rend bien compte que c'est parfois difficile aussi d'avoir les organisations qui permettent de le faire, parce que ça prend du temps, ça prend un certain nombre de ressources pour pouvoir le faire, mais on avance progressivement sur cette question. Et sur une dernière étude, on avait évalué qu'il y avait à peu près 2 tiers des apprenants qui, 3 mois plus tard, avaient effectivement significativement changer leur comportement, leur pratique de travail, ce qui pour nous est l'objectif final. Et donc là, on est en train d'avancer maintenant sur la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qui va faire que les comportements vont changer, et surtout, et également comment faciliter l'engagement sur des dispositifs lorsqu'ils sont autoportants, parce qu'on utilise Didask de différentes manières, soit en dispositif en bibliothèque autoportante, et il y a toute une question de comment on va réussir à ramener, et là-dessus on accompagne aussi les organisations pour communiquer, pour engager les salariés à devenir des apprenants, et on l'utilise aussi beaucoup en approche blended, ce qui va permettre, soit en amont, soit en aval d'une formation, de pouvoir, dans le premier cas, créer une posture, déconstruire déjà un petit peu les a priori avant qu'ils viennent en formation. Dans le deuxième cas, d'ancrer les connaissances lorsqu'on leur transmet un accès au e-learning après la formation. Et je vois que Geoffrey est revenu. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ce qui est magnifique, c'est que tout ça a été fait de manière automatique. J'ai rien fait, je suis parti, je suis revenu sans avoir cliqué sur rien du tout. Donc, merci Alexandre. Du coup, j'imagine que tu as fait j'ai pas tout entendu, mais tu as fait un point sur un petit peu sur les parcours. J'ai entendu juste la fin. En fait, j'ai commencé à répondre aux questions qu'il y avait dans le chat, en voyant qu'il y en avait déjà pas mal, et en digression, je précisais les différentes modalités qu'on a d'usage. Ok. Mais du coup, oui, moi, il y a une question que je voulais te poser, enfin vous poser. C'était aussi sur qui sont un petit peu aussi vos clients aujourd'hui, chez qui vous diffusez les parcours sur les différentes thématiques. Les thématiques, on est passé un petit peu vite dessus. Vous pouvez peut-être les rappeler aussi. Alors sur les clients, ça va être essentiellement, à mon grand regret, mais essentiellement des grands comptes ou administrations publiques et quelques ETI avec lesquels on travaille. Selon moi, encore assez peu de petites organisations qui pourtant ont besoin d'avancer également sur les soft skills, mais qui ont moins l'architecture en interne pour le faire, il me semble. Donc surtout des grands comptes. Après, de tout domaine confondu, on travaille beaucoup avec le secteur bancaire, on travaille avec l'administration publique, on travaille avec des médias, avec l'industrie de la culture. Donc on a, les panels sont très larges, et l'avantage des compétences transverses, c'est que par définition, elles touchent tous les corps de métier. Et en termes de sujets, pour revenir rapidement sur les différents parcours, aujourd'hui on a 4 parcours. Un parcours sur les capacités d'organisation et les compétences d'organisation, de la gestion du temps, des outils numériques,
de la charge mentale, un parcours autour de l'organisation, de la collaboration, pardon. Donc tout ce qui est feedback, interaction sociale, hiérarchie, régulation des émotions, compréhension des émotions de nos collègues. Un troisième parcours qu'on a fait avec un de nos partenaires autour de la créativité, avec Jules Zimmermann qui travaille sur ces sujets-là, avec la créativité à la fois individuelle mais aussi collective en termes de process. Et un dernier qui nous a tenu à cœur puisqu'on l'a lancé quelques semaines après le confinement, qui était un parcours sur le télétravail, qui est un parcours sur le télétravail. En fait, on s'est demandé comment, à notre petit niveau, on pouvait être utile, et donc on a lancé rapidement, et en quelques jours, on a été capable du coup de lancer un module sur le télétravail que depuis, on a augmenté, qui est un parcours avec seulement 3 micro-compétences, maintenant qui en contient une dizaine, autour de la capacité justement à s'adapter et à tenir le télétravail dans la durée. C'est vrai qu'il y a eu ce parcours sur le télétravail. Plein de gens nous ont demandé s'ils pouvaient aussi y avoir accès, qu'on a rerouté vers vous. Donc, merci d'avoir. Il y a près de 10 000 personnes, je crois, qui ont ouais. participé à ce contenu-là. C'était pas forcément votre objectif a priori, mais vu que c'est un parcours public, au final, ça a fait un. C'est devenu aussi un outil marketing par la suite. Et Geoffrey est reparti. Du coup, je prends le relais. Benjamin qui demande si l'outil est accessible à des personnes qui n'ont jamais conçu de formation. Paul, tu peux peut-être répondre à cette question. Oui. Moi, ça avait été le cas quand j'ai commencé à travailler sur l'outil. Donc, oui, en fait, l'outil est dans sa vision ingénieur pédagogique est vraiment très simple. Si on a une idée assez précise des notions théoriques que l'on veut transmettre ou des situations de travail sur lesquelles on veut travailler, il faut forcément se faire ce travail en amont, mais si on a cette architecture qui est assez claire, après c'est très facile de prendre en main l'outil. On est vraiment guidé, comme je dis tout à l'heure, on a vraiment une procédure à suivre qui est vraiment très simple et qui est très pédagogique. C'est vrai que c'est un outil qui est pédagogique pour les apprenants, mais aussi pour l'équipe pédagogique finalement. Donc oui, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences en digital learning pour pouvoir s'approprier Didask. Si vous avez le savoir, c'est très facile de transmettre. Ouais, moi je vois ça de loin et j'ai vu l'évolution de l'outil, et c'est vrai que à chaque nouvelle version, il y a quand même une progression, et maintenant l'expérience formateur en tout cas a l'air assez optimale dessus. Pour répondre à Françoise qui nous demande s'il y a des parcours tests accessibles sur notre site. Oui, sur notre site, vous allez sur les onglets formation et vous aurez des parcours tests. Sinon, vous pouvez nous contacter par mail, on peut vous envoyer aussi des accès. Est-ce que vous m'avez retrouvé? Oui, Geoffrey, t'es revenu. Oh là là, c'est insupportable. Désolé. Donc, je ne sais pas quelle réponse vous avez prise. J'ai vu qu'on a répondu à Nathalie sur l'évaluation des formations. On a répondu à Benjamin, à Françoise, à Nathalie, et j'allais répondre à Marine, mais je peux te laisser répondre parce que ça, c'est une question qui vous concerne surtout. Alors, je vais prendre d'abord les questions d'Isabelle, parce qu'en commençant du bas, qui demandait quelle est la personnalisation possible de ce qui est créé automatiquement. Donc effectivement sur l'outil auteur Didask, tout est créé. La mise en forme se fait de manière automatique. Donc vous pouvez choisir vos couleurs, vos logos pour ce qui est partie visuelle. Intégrer aussi la personne, comme vous l'avez vu sur la démo de Paul. Là, il me semble que c'était Emma qui est la spécialiste chez vous de la collaboration qui faisait les feedbacks. Donc ça permet aussi de personnaliser et de personnifier un petit peu ce feedback. Et après, donc ça c'est pour le plan visuel, mise en forme. Donc là, toute cette partie visuelle, au final, est facilement gérable par vous. Et sur la partie du coup création du contenu, plus à proprement parler, pardon. Pour la partie du coup illustration, vous avez des banques d'images. Des banques d'illustrations de nos illustrateurs qui sont accessibles. Donc, vous pouvez choisir très facilement soit une image libre de droit, soit une illustration qui représente bien un peu la situation dans laquelle vous voulez plonger vos apprenants.
Et puis après, bon, il y a juste un Canva pour créer du coup les choix, les alternatives et les feedbacks. Et ça, c'est facilement aussi du coup forcément personnalisable. Comment les parcours s'adaptent aux besoins au niveau de l'apprenant? Je ne sais plus d'ailleurs si vous l'utilisez, Covid, j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Chez Didasque, du coup, il y a une fonctionnalité quand un apprenant arrive sur un parcours qui s'appelle le test d'ajustement, qui est un test d'autodiagnostic, d'autopositionnement, qui permet à l'apprenant de répondre déjà à un certain nombre de questions. Et nous, à partir des réponses qu'il a données, on va lui suggérer un parcours selon ses besoins identifiés. Du coup, un parcours qui sera complètement personnalisé. Et là, du coup, on lui suggère ce parcours-là, il peut quand même aller, du coup, ça lui ferme certains modules, enfin, on lui suggère de ne pas faire certains modules, mais qu'il peut quand même après aller explorer si ça l'intéresse. Voilà. Peut-on réellement entraîner et apprendre sur des compétences transverses? Du coup, ma réponse, de ce que j'observe de nos clients, c'est plutôt oui. Et la preuve, c'est que du coup, la plupart de nos clients viennent même nous chercher pour créer et concevoir et former sur ces sujets-là. Là, ça serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus aussi, Gaëtan et Paul, votre retour. Là-dessus, effectivement, on avait commencé à y répondre. On a fait ce que je disais, tu n'étais pas là, Geoffrey, mais une étude nous a montré que deux tiers des apprenants, 3 mois plus tard, avaient effectivement changé leur comportement. Donc avec du e-learning et avec des approches blended, évidemment, on peut arriver à des vrais changements, même si là-dessus, derrière, ça ne doit jamais empêcher de travailler sur l'organisation, sur les environnements, sur le management, etc. Mais sur les marges de manœuvre dont disposent les individus, il est possible d'agir avec cette double couche de créer une intention de changement et donner des recommandations et des pistes pour pouvoir mettre en pratique. Ouais. Nous, on va un petit peu plus loin aussi, je crois que vous l'utilisez avec des micro-défis que les apprenants peuvent se lancer qui sont du coup inhérents à chaque situation pour pouvoir faire un pas de plus vers l'application de ce qu'ils ont appris en situation et tester l'application du coup de leurs apprentissages. Et ça facilite forcément la remobilisation aussi a posteriori. Donc merci Émilie pour la question. On a aussi Marine d'Open Classroom qui nous demande si les contenus peuvent être intégrés sur des plateformes LMS. Oui, sur toutes les plateformes LMS parce que du coup on est ScoreMap, donc qui est la norme d'interconnexion entre les différents LMS. Donc pas de souci là-dessus. Et qui vous posait une question aussi, comment mesurer l'acquisition de ces soft skills? L'acquisition de ces soft skills et quels certificats donnez-vous aux apprenants? Donc là, je ne sais pas si vous donnez, vous, des certificats aux apprenants. Nous, sur l'acquisition aussi, il y a une fonctionnalité que vous devez certainement utiliser si vous faites du blended learning Cogix, c'est qu'on donne des statistiques de maîtrise sur chacune des situations. Donc en fait, là notamment, Paul, je pense que ça doit être toi qui dois monitorer. Tu dois voir dans chacun des modules quelles sont les micro-compétences qui posent le plus de problèmes dans l'acquisition avec des taux de réponse du coup des apprenants et éventuellement porter après la focale en présentiel ou en synchrone sur ces notions-là. Ouais, c'est vrai que ça nous permet déjà d'avoir, si on est dans une approche blended, ou après on associe le e-learning là à un atelier en présentiel, de pouvoir revenir sur ces stats-là. Mais ça nous permet aussi, nous, en interne, de pouvoir évaluer de nous-mêmes les formations, de pouvoir les ajuster aussi en fonction des taux de réponse. On se rend compte que certaines questions ne sont jamais bien réussies, par exemple, ou trop faciles. Ça nous permet aussi de nous ajuster. Donc, c'est un intérêt et pour l'ingénierie pédagogique, mais aussi pour accompagner mieux nos apprenants. Oui, c'est vrai que là, tu fais référence, nous, à notamment là, une fonctionnalité qu'on vient aussi de déployer qui fait que nous, en fait, on mouline toutes les réponses qui sont données par les apprenants, déjà pour vous donner des stats, ensuite pour personnaliser forcément leurs apprentissages. Et donc, on mouline ce taux de maîtrise, on mouline l'information aussi sur le temps qui passe sur la résolution du cas pratique et sur le taux d'abandon, s'ils partent de l'IDASC au moment de cette question ou non. Et à partir de ces données-là, nous, la plateforme suggère automatiquement des suggestions d'amélioration du contenu qui permettent, vous, dans votre démarche un peu d'amélioration continue aussi, de reprendre certaines questions, de les ajuster selon qu'elles plaisent ou non, selon qu'elles sont trop difficiles ou trop faciles à résoudre.
est-ce que l'outil est réellement accessible à des personnes qui n'ont jamais conçu de formation? Je pense à des managers, ou faut-il les former à la pédagogie? Il me semble que vous avez un petit peu répondu à un moment où j'ai perdu le micro. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est que déjà oui, parce qu'il y a un Canva, ils ont juste à rentrer dans le Canva, à penser d'abord les erreurs que font leurs apprenants en situation qu'ils veulent gommer. Et après, du coup, juste à respecter ce Canva-là pour en créer des mises en situation. Et de surcroît, nous, toute licence est accompagnée aussi d'un accompagnement par nos ingénieurs pédagogiques sur la prise en main de l'outil et du coup l'entrée dans la dynamique un petit peu de conception. Donc là, sur les premiers, enfin, au début de votre conception, on vous a aussi un petit peu aidé à rentrer dans cette dynamique-là dont vous êtes rapidement saisi, Paul et Gaëtan. Sur le chat, j'ai pas regardé s'il y avait des questions. Ça permet d'y répondre. Il y avait Rémi qui demandait l'utilisation de la base de données des résultats, les stats. Paul y a répondu. Ça nous aide à être dans un processus d'amélioration continue. Des questions sur le domaine de la santé, j'ai répondu aussi. Je pense pas en avoir manqué. Ok. Mais il me semble qu'on a fait à peu près le tour. Il y a Isabella qui est en train de pianoter. On va voir si c'est une question. Et pour le reste, oui, il me semble qu'on a répondu à peu près à tout. Et bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais juste vous afficher nos adresses mail respectives au cas où vous souhaiteriez nous contacter, soit du coup Cogix pour en savoir plus sur leurs prestations et leur parcours, soit moi, du coup, Geoffrey Conan, si vous voulez en savoir un peu plus sur notre outil, si vous voulez une démo un peu plus complète, notamment du back-office de conception. Voilà. Et je vous remercie tous, notamment aussi de votre patience. Désolé pour ces petits bugs intermittents. Merci Gaëtan d'avoir pris le relais pendant ce moment-là, les aléas du direct. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci à tous. Merci Geoffrey. Bonne journée tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Je laisse le temps à tout le monde de nous saluer et de nous dire au revoir, ça fait plaisir. Merci Benjamin, Alexandre, Joël. Merci Joseph. Merci Caroline, content que ça vous ait plu. Donc là, bonne journée à tous et puis on vous enverra normalement le replay que vous pourrez aussi partager. Merci à tous, au revoir.